À la fin de ses études agricoles, Hicham Legrand décide de découvrir d'autres systèmes et s'envole alors pour la Nouvelle-Zélande. Après 2 expériences, respectivement de 6 mois et de 4 ans, il revient à Gourin dans le Morbihan pour s'installer. Son système est basé sur le modèle néo-zélandais. Des vaches dehors toute l'année, des rats adaptés au pâturage ou encore des vélages groupés au printemps. Son objectif est clair, avoir une ferme économiquement, environnementalement et humainement viable. Bonjour Hicham. Bonjour. Merci de me recevoir sur ta ferme. Pour commencer, est-ce que tu peux te présenter ? Ouais, alors donc Hicham Legrand, je suis originaire de Gourin, j'ai 30 ans. J'ai fait mes études à Gourin jusqu'à la seconde. Après, je suis parti au lycée Pommerit faire un bac techno STAV, puis j'ai poursuivi sur un BTS Sax. Et après ça, je suis parti à Pontivy faire une licence professionnelle MEA, donc Management des entreprises agricoles. Après ça, j'ai décidé de partir voyager avec un collègue que j'ai rencontré justement pendant la licence et de découvrir une autre production. Et donc c'est là que je suis parti 6 mois en Nouvelle-Zélande. Donc on a découvert un peu différents systèmes, différentes façons de faire, mais toujours basés sur le système herbager. On a fait 3 fermes différentes, de 260 vaches, en passant par 500 vaches, et on a terminé par 1200 vaches. Okay. Par la suite, je suis revenu, j'ai travaillé dans diverses fermes en Bretagne, et j'ai eu l'envie de repartir en Nouvelle-Zélande, et donc c'est là que je suis reparti pour 4 ans, où je gérais une exploitation de 600 vaches laitières. Après cette expérience, t'es rentré à Gourin pour t'installer ? Ouais, c'est ça, ouais, exactement. Et donc, tu t'es installé à quelle date ? Alors, je suis revenu en mars 2020. J'étais déjà revenu en 2019, une première fois pour voir l'exploitation. Et avec mon collègue justement à qui j'étais parti en Nouvelle-Zélande, on avait décidé d'acheter des veaux sevrés irlandais. Donc, pourquoi en Irlande ? Pour une race précise, la kiwi. Donc, c'est ce qui fait partie intégrante de mon système aujourd'hui. Et donc, on avait acheté 110 veaux. Et le deal, c'était en gros que moi, je finisse mon contrat de travail en Nouvelle-Zélande jusqu'en mars 2020. Et mon collègue pouvait mettre ses génisses qu'il avait achetés avec moi sur mon exploitation à Gourin. Et il s'occupait de tout le monde, quoi. Donc, c'est comme ça que ça s'est déroulé. Donc, moi, revenu en 2020 sur l'exploitation. Donc, l'exploitation, aujourd'hui, c'est 50 hectares. J'ai commencé avec 36. Et il y a 48 accessibles. Donc, c'est conduit en agriculture biologique. Et je fais du vélage de printemps, donc de la production laitière. Donc quand je suis arrivé, en fait, c'est une exploitation où il y avait pas de salle de traite. C'était un deuxième site d'une autre exploitation, en fait. Et donc il a fallu réimplanter les prairies et construire une salle de traite pour préparer à être prêt pour faire du lait en 2021, quoi. Je suis parti avec une référence de 300 000 litres de lait. T'as un peu parlé des races de vaches que t'avais. Donc kiwi, t'as un peu de jersiaise aussi ? Ouais, c'est ça. Alors Du coup, la kiwi, en fait, c'est un croisement. C'est entre la race jersiaise et la frisonne, qui est la cousine de la Primostein, grosso modo, plus petite et plus rustique. Donc pourquoi cette race-là ? Donc je suis en plein air intégral. Ouais. Donc les vaches restent dehors toute l'année. Comme c'est une vache rustique et de petit gabarit, c'est intéressant dans le sens où ça marque peu sur les prairies. Ça fait grosso modo 480 kilos de poids vif en moyenne. C'est une vache qui est fertile, qui fait des taux, et le croisement fait qu'elle fait du lait aussi comparé à de la jersiaise. Je dirais l'intérêt d'une kiwi aussi quand on est en plein air intégral comparé à que de la jersiaise, c'est qu'elle reste plus facilement en état, surtout pendant l'hiver. Donc ça a des bonnes pattes aussi. Le sabot est noir, donc ça c'est intéressant parce que il est plus dur, quoi, du coup. Ah ouais. Et vu que on fait que du pâturage, donc elle marche beaucoup. La fertilité, très important dans mon système puisque je suis en vélage de printemps, donc il faut toujours que ça vèle grosso modo à la même date. Avant de t'installer, comment tu voyais toi la ferme idéale ? Avant de partir en Nouvelle-Zélande d'abord. Ouais. Avant de partir. J'imagine que ça a conditionné après le projet. Ouais, complètement. Avant de partir en Nouvelle-Zélande, je savais pas trop comment je voyais la ferme idéale. Bon, je savais que je voulais avoir une base assez herbagère, mais de là à être tout en herbe, je ne savais pas trop, en fait, au final, parce que les différents stages que j'avais fait au cours de mes formations, j'avais eu quand même une bonne base, surtout en bac techno. J'étais parti dans une ferme à Langonette, justement, qui sont en toute herbe avec un séchage en grange. Okay. Et c'est là que j'ai découvert un peu la filière herbagère, quoi, je dirais.
Et le fait d'être allé en Nouvelle-Zélande, je dirais que là, c'était clair et net. C'était ça que je voulais faire, de l'herbe et du village groupé, quoi. Ok. Ouais. Est-ce que tu peux nous parler un peu de cette expérience en Nouvelle-Zélande? Alors, comment ça t'a aidé à développer derrière ton projet? Comment ils travaillent là-bas, en fait? En fait, on est arrivé avec ma compagne sur l'île avec déjà un contact. Donc, on a commencé dans une ferme de 600 vaches. Donc là, on devait, c'était un peu plus de la découverte la première année, je dirais, dans le sens où il fallait s'adapter vraiment. Mon niveau d'anglais était pas très bon, mais bon, ça s'est vite rattrapé. De cette exploitation-là de 600 vaches, je suis parti sur un poste de manager d'une autre exploitation de 600 vaches où on est resté après pendant 3 ans. Et du coup, le poste de manager, en fait, c'est la gestion de l'exploitation totale. Des salariés, de la gestion de l'herbe et la gestion du troupeau. En fait, je dirais que ce que j'en ressors, grosso modo, c'est par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, à la ferme idéale, c'est d'avoir une exploitation économiquement viable, environnementalement durable, et je rajouterais humainement vivable, quoi. Ouais. Donc allier ces trois idées-là, et c'est dans ce système-là que je me plais le plus. Et c'est vrai que cette partie-là aussi que je trouvais vraiment bien en Nouvelle-Zélande, c'était la partie business, quoi. Ferme, c'est comme ici, c'est une entreprise, mais on parlait vraiment de business souvent, quoi. Ok. Et donc c'était quoi quand tu dis business? C'est parler argent, quoi. Ouais. Donc, sans tabou. Ouais, sans tabou. Ouais. Et entre agriculteurs, ouais. Okay. Dans les groupes d'échange, en fait, c'était souvent basé là-dessus, quoi. C'est une autre mentalité, clairement. Mais c'est vrai que c'est, je dirais, agréable à entendre parce que ça te fait vachement évoluer, quoi. Ouais, ok. Ouais, selon ce que font chacun, quoi. Ok. Ouais. D'ailleurs, toi, dans l'article de Réussir, tu donnais ton EBE, je crois. Ouais. De la première année, ouais. Ouais. Donc j'avais fait 67 000 € de BE. Mon deuxième bilan n'est pas sorti. Ok. Donc forcément, je fais plus de lait, donc ça sera que de bon augure. Ouais. Mais ouais, c'est toujours intéressant, forcément, de déchiffrer la comptabilité et la gestion d'un bilan. Et ça permet de t'améliorer derrière. Ouais. Ton système, il est basé sur le système low cost. Oui. Donc ça, c'est de l'expression qu'ils utilisent là-bas en Nouvelle-Zélande. Ouais. Est-ce que tu peux expliquer ce que c'est et en quoi ça consiste? Alors le low cost, en fait, c'est avoir un système à bas coût. C'est vraiment, on cherche à faire le maximum par les fourrages déjà, premièrement, d'avoir une structure qui est légère aussi financièrement. Ouais. Ça en fait partie. D'où le plein air intégral d'une part, la faible structure bâtiment, quoi. Il y a très peu de bâtiments. Le système herbagé découle de là parce que le pâturage, c'est quand même la façon d'alimenter les vaches la moins coûteuse. Le moins de matériel possible aussi. Donc tout ce qui est fauche et récolte, c'est délégué. Et semis, pareil. C'est une philosophie à l'économie, quoi. D'accord. Ouais. Parce que dans un système comme ça, généralement, de ce que j'ai appris là-bas, c'est vraiment 50% du profit, si on veut, c'est le système low cost. 33%, c'est le lait par hectare et pas par vache. Okay. Et 17% justement le lait par vache. D'accord. Donc c'est grosso modo à l'envers de ce que nous on fait dans des systèmes classiques en France, quoi. Ok. Ouais. Donc au niveau de ton système, t'es en monotraite, tu disais tout à l'heure. Ouais. Pourquoi avoir fait ce choix-là? C'était pour avoir plus de temps au niveau perso? Ouais, alors premièrement, ouais, c'était pour ça, pour justement la vie à côté, quoi, en gros, de la ferme, diminuer l'astreinte au maximum. Ouais. C'était le premier choix pour la monotraite. Après, selon les études néo-zélandaises et le système qu'on a, on est capable de produire la même chose avec une vache en monotraite que en double traite pour un système égal, quoi. C'est-à-dire des vaches qui font que pâturer, quoi. D'accord. Donc ça va venir au fil des années. C'est pour ça que je vise 4000 litres de lait, avec une bonne gestion de l'herbe et avancée génétiquement aussi, quoi. Ok. Ouais. Et est-ce qu'il y a un impact sur la longévité des vaches, le fait de moins traire? Exactement, ouais. Ça joue aussi. Forcément, j'ai moins besoin de renouvellement parce que j'ai des vaches qui restent en lactation, qui font plus de lactation, ouais. Okay. Donc ça a un impact économique aussi derrière. Et le fait d'avoir moins besoin de renouvellement, ça me permet d'avoir plus de vaches aussi sur l'exploitation, quoi. Ouais.
comment tu gères le pâturage sur ton exploitation? Déjà, c'est quoi le genre de prairie qui est implanté? Alors sur les terrains sains, c'est des raigrats anglais, trèfle blanc, plantain, fétuque élevé. Et sur ce qui est plus humide, ça sera plus de la fétuque des prés, fétuque élevé et de la fléole, et trèfle et plantain, quoi. Ok. Ouais. Donc c'est géré en pâturage tournant dynamique. Ouais. C'est-à-dire que je fais des paddocks de 24 heures pour les vaches. D'accord. Donc le but, c'est de rester le moins longtemps possible sur les mêmes parcelles pour pouvoir avoir plus de pousses et une meilleure gestion sur ces paddocks-là. Okay. Je mesure l'herbe tous les lundis. Ce qui me permet d'avoir l'ordre des paddocks dans lequel je vais pâturer, ce qui me permet aussi de connaître la pousse et de savoir justement grâce à ça si de ce que je dois faire dans la semaine, si c'est débrayer en pleine pousse, si c'est ne rien faire du tout ou si c'est justement affourager parce que la pousse diminue. Donc tu mesures à l'herbomètre sur tous tes paddocks? Ouais, c'est ça exactement. Okay. Donc on travaille en kilos de matière sèche et non en centimètres. Donc, quand on travaille en kilos de matière sèche, ça veut dire qu'on le stade optimum pour le pâturage, c'est 3000 kilos. Et le résiduel optimum est de 1500 kilos. D'accord. Donc, en gros, et on parle à l'hectare. Donc, en gros, sur un hectare, en rentrant dans du 3000, on va manger 1500 et il va rester 1500 encore, quoi. Qu'est-ce que ça t'apporte le fait de calculer en kilos de matière sèche et pas en centimètres? C'est plus précis? Ouais, c'est plus précis et plus parlant, je dirais. Parce que, par exemple, un 3000 kilos aujourd'hui et un 3000 kilos cet automne, ça sera pas pareil, quoi. Ouais. On peut prendre l'exemple d'il y a 15 jours, quand il pleuvait beaucoup. T'avais beau rentrer dans du 3000 kilos. Le fait qu'il y a tellement de flotte dans l'herbe, les vaches, elles avalent, mais c'est impressionnant. Donc, forcément, t'es obligé de donner plus ou d'augmenter ton couvert d'entrée, quoi. Ok. Ouais. Et c'est plus simple à travailler dans le sens où les vaches mangent des kilos, pas des centimètres, donc c'est plus simple à traduire aussi derrière. Ok. Ouais. Et donc la période de tarissement, c'est en hiver? Ouais, alors c'est décembre-janvier. La date de tarissement, donc je tarie généralement tout le monde en même temps. La date de tarissement varie en fonction de la météo et de la pousse d'herbe. Ok. Parce qu'on cherche quand même ce qu'on cherche surtout pas, je vais plutôt le dire comme ça, c'est de pâturer et je dirais gratter la ferme au maximum avant l'hiver. Ok. Parce que c'est se retrouver à poil en gros pour le printemps, quoi. Donc ça peut être du 15 novembre au 1er décembre, quoi. Ça va vraiment dépendre de la météo. D'accord. Ouais. De là donc tout le monde est tari et elles sont en bell grazing l'hiver. Donc le bell grazing en fait c'est le fait de disposer des rounds, que ce soit du foin ou l'enrubanage, sur une surface donnée dans des champs. Ok. Que vous mangez directement à la balle. Ouais, exactement. Okay. Ouais. Donc en fait, si tu veux, en août-septembre, les paddocks où j'aurais décidé d'hiverner les vaches, je vais arrêter de les pâturer et je vais faire monter le couvert dedans jusqu'à l'hiver. Et en même temps, en septembre, je vais placer les rounds de foin déjà dedans. Donc le but, c'est de leur donner 10 mètres carrés par vache par jour. Et le foin qui ira avec cette surface-là. Donc la ration des taris est de 14 kg de matière sèche, 10 de foin et 4 d'herbe, quoi. Alors ça a l'avantage en fait de pas revenir avec ton tracteur pendant l'hiver, donc de pas marquer le sol, que tout le boulot soit déjà fait en fait, quoi. Donc on travaille en fil avant, fil arrière. Ouais. Et ce qu'on cherche à faire avec le foin aussi, c'est que on met pas de râtelier autour des rounds. Donc les rounds, je fais juste que les culbuter sur le plat, tirer le filet et elle se débrouille. Ouais. Ok. Donc grosso modo, on va avoir entre 15 et 20% de foin qui va rester au sol. Ce foin-là, il va nous servir à rapporter du carbone dans les sols. Et si c'est du bon foin, à ramener de la semence de graminées et de légumineuses, quoi. Ouais. Okay. Donc on choisit nos parcelles pour le bell grazing en fonction de ça aussi, quoi. Une parcelle avec une flore qui est dégradée, on pourra peut-être la relancer grâce à une nouvelle flore qu'on va ramener par les rounds de foin, et aussi un apport justement une fumure, quoi, qui se passera pendant l'hiver. Tu parlais aussi là dans l'interview que tu avais fait avec Réussir de techno-grazing. Ça c'est un autre aspect. Ouais, c'est autre chose. Ok. Et
Du coup, qu'est-ce que c'est le technograzing? Alors en fait, les génisses de renouvellement sont conduites en technograzing. En fait, c'est du fil avant, fil arrière. D'accord. Dans des couloirs. On fait des couloirs adaptés forcément à ton nombre d'animaux. Généralement, c'est 50 mètres de large et sur la longueur de la parcelle pour justement pouvoir leur attribuer que pour 24 heures. Et en fait, le fait de ne pas revenir sur ce qui a été pâturé, forcément, on va avoir du gain de pousse parce que elles, tout ce qu'elles vont chercher, c'est à pâturer les petites pousses qui sont en train de sortir. Donc, moins de temps on passe sur une surface donnée et moins de temps on passe et plus il y a de pression au pâturage, meilleur sera le pâturage et meilleur sera la repousse derrière, quoi. Ok. Et le rendement, forcément, quoi. D'accord. Donc là, ça fait plus de 3 ans que t'es installé, mais 2 ans que t'as commencé le lait, le lait. C'est quoi un peu tes retours Je dirais que c'est cette année que ça se passe. Ah ouais. C'est l'année décisive. Ouais. Pourquoi? Alors, je dirais que comme l'exploitation, il y avait tout à faire. J'avais pas de troupeau, j'avais pas de salle de traite. Ce qui pêche dans le fait de commencer de zéro, c'est la trésorerie. Ouais. Donc forcément, ça creuse. Et le deuxième truc, c'est de commencer avec des génisses. Parce que commencer que avec des primipares, ça fait pas beaucoup de lait, quoi. Ouais. L'année dernière, donc la première année, j'ai vendu 115 000 litres de lait. Okay. La deuxième, 195. Et là, je vise 250, quoi. Okay. Entre 230 et 250. Donc, je dirais que c'est ça, le point négatif. Le point positif, c'est qu'on fait vraiment ce qu'on veut, quoi. Ouais. Donc, et comme on veut. Et donc, c'est ça qui rend le truc intéressant quand même, quoi. Ouais. Et c'est pour ça que je l'ai fait. Parce que aussi, je voulais une structure où il y avait très peu de bâtiments. Donc, c'est pour ça que j'ai trouvé mon bonheur ici. Et avec un parcellaire groupé, quoi. Ok. Donc alors donc je disais ça que c'est cette année que tout se passe parce que forcément j'ai plus de vaches, plus de lait par vache, donc plus de rentrée d'argent, quoi. Donc ce qui rend plus facile, on va dire, la vie de tous les jours. C'est pas pour autant que je gagnais pas ma vie les deux dernières années, mais là j'ai plus de souplesse, on va dire. Qu'est-ce que tu pourrais dire à quelqu'un qui souhaite s'installer dans un élevage laitier comme le tien? Alors je dirais, pour commencer, voyager. Ouais. Premièrement, là-dessus, avoir une grosse ouverture d'esprit. Je pense que peu importe dans le système dans lequel on veut aller, il faut voir ailleurs. Que ce soit en Bretagne, hors région ou à l'étranger. Il y a personne qui fait la même chose. Tout le monde fait différemment. Toujours forcément aller voir des exploitations dans le système que l'on recherche, évidemment. Il n'y a pas une seule façon de faire, mais clairement, on peut que s'améliorer et optimiser son système. Après ça, pour trouver une exploitation, aujourd'hui il y a assez de services pour en trouver, mais le premier point, c'est de trouver une exploitation avec une structure légère pour faire ce que je fais. Et pour se former, je dirais se tourner vers des appuis techniques comme PâtureSense, qui font évoluer justement les gens dans des systèmes comme ça, que ça soit vélage de printemps, mais surtout la gestion de l'herbe, quoi. Merci beaucoup, c'était super intéressant. Ouais, de rien. Ouais, après c'est toujours quand tu kiffes ce que tu fais, tu t'en parles. On pourrait rester là tout l'après-midi. Moi je veux bien. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous le souhaitez, n'hésitez pas à laisser un avis sur Apple Podcast et Spotify. Et vous pouvez partager cet épisode autour de vous. Si vous avez des idées de sujets que vous aimeriez qu'on aborde dans le PBcast, dites-le nous en commentaire ou bien sur les réseaux sociaux du journal. À dans un mois.